Bonjour à tous, je suis Adin Haritan, je traîne ici dans les bois de l'ouest de la Pennsylvanie. Et aujourd'hui, je cherche des arbres. L'identification des arbres, c'est la compétence de base pour l'étude de la nature qui soutient toutes les autres compétences. Si vous voulez être un meilleur observateur d'oiseaux, si vous voulez être un meilleur chasseur de champignons, si vous voulez être un meilleur cueilleur de plantes, si vous voulez mieux partir à la recherche de reptiles, si vous voulez être un propriétaire terrien plus conscient, si vous voulez être un meilleur chasseur, apprenez à reconnaître vos arbres et... Tout le monde, vous allez adorer cette interview avec Adam Haritan. Ce n'est pas la première fois que nous mettons Adam en avant sur la chaîne et il est de retour pour de nombreuses raisons. Premièrement, c'est l'une des personnes les plus fascinantes et réfléchies que je connaisse. Deuxièmement, il propose un nouveau cours axé sur l'identification des arbres. Et dans cette interview, nous parlons de pourquoi il est si essentiel de comprendre les arbres, peu importe l'aspect de la nature que vous souhaitez étudier. Les propres aventures d'Adam dans la création de ce cours et l'énorme dévouement qu'il met dans son travail. Profitez-en. Le dernier cours que tu as donné remonte à 3 ans. Oui, 2019, c'est quand je l'ai sorti, mais j'avais commencé à travailler dessus 1 an et demi plus tôt. Donc, c'est la dernière fois que tu as lancé un cours. Et à chaque fois, tu as passé des années sur le cours et ça a été un énorme succès. Oui, ça dépend de ta définition du succès. Pour moi, c'en est un, et ça l'est encore. Je ne l'ai ni abandonné ni supprimé. Je le commercialise et le vends toujours. Mais comme je travaille sur un nouveau cours, ce n'est pas la priorité principale de mon activité en ce moment, mais il est toujours là parce que ça reste un bon produit. Il contient toujours de bonnes informations pertinentes. Donc si les gens veulent toujours ce cours, ils peuvent encore l'acheter. Et je sais qu'il a du succès parce que c'est l'un des seuls choses qu'un de mes invités ou quelqu'un qui est entré dans mon univers de contenu vendait. Et plusieurs personnes sont venues me voir en disant « J'ai suivi ce cours ». J'ai suivi le cours d'Adam et il est fantastique. Ma copine et moi allons souvent à la chasse aux champignons grâce à ce que nous avons appris dans son cours. Donc, c'est juste mon expérience personnelle, c'est différent de la norme d'avant. Je ne savais pas ça. Des gens sont vraiment venus te voir. Oui, plusieurs fois. C'est cool. Donc, c'est ton deuxième cours. C'est exact. Le cours sur les champignons était le premier. Pourquoi les arbres pour le deuxième? J'aurais pu faire beaucoup de choses différentes. Le plus évident aurait été de proposer un cours de champignons intermédiaire ou avancé. Si vous étiez dans ce domaine, cela semblerait logique. Ce n'est peut-être pas évident pour tous, mais j'ai reçu de nombreuses demandes pour un cours de champignons de niveau intermédiaire à avancé. J'y ai pensé, mais j'ai finalement pris un virage radical et décidé de faire plutôt un cours sur les arbres. Je n'ai même pas eu à y réfléchir longtemps, c'était juste la direction vers laquelle j'étais guidé. Je connaissais les arbres très bien. J'étais intéressé par apprendre à reconnaître les arbres, mais je savais aussi que beaucoup de gens voulaient vraiment connaître les arbres, mais qu'ils ne mettaient jamais le temps de les apprendre. J'entendais souvent des gens du milieu naturaliste dire « Je veux connaître les arbres ». Si seulement je savais reconnaître les arbres. Je ne sais pas comment apprendre à connaître les arbres. Je ne sais pas quand apprendre à connaître les arbres. Quelle est la meilleure façon d'apprendre à connaître les arbres? Beaucoup pensent qu'en passant assez de temps dehors, tu vas les apprendre. Si tu traînes simplement dehors dans les bois, si tu vas simplement pêcher, si tu vas simplement chasser, si tu apprends à reconnaître les champignons, si tu apprends à reconnaître les oiseaux, si tu apprends quoi que ce soit, juste par osmose et simplement en étant dehors, tu finiras par apprendre à reconnaître les arbres. Et dans une certaine mesure, c'est vrai, mais c'est un processus très lent. Selon moi, le meilleur moyen qui a fonctionné pour moi est de se discipliner et de décider d'apprendre les arbres. Je vais passer cette année, peut-être l'année prochaine, peut-être les 3 prochaines années, à me concentrer sur les arbres. Beaucoup de gens que je connais dans le domaine de la nature, ils sortent et cherchent autre chose que les arbres parce que les arbres sont tout simplement toujours là. Et c'est presque comme si, parce qu'ils sont si omniprésents et courants, du moins ici dans l'Est de l'Amérique du Nord, mais pas partout. Je précise que nous parlons ici de l'Est de l'Amérique du Nord. Parce qu'ils sont si courants, je pense que les gens ne les remarquent tout simplement pas. Pas autant qu'ils remarquent un champignon qui n'apparaît que pendant 2 semaines dans toute l'année, puis hop, il disparaît pour peut-être 1 an ou 2. Les oiseaux, parfois, ils vont et viennent, mais un arbre, lui, il est toujours là. Donc c'est comme « je m'en occuperai », ou je vais juste rester là et dire que c'est peut-être un chêne, peut-être un érable. Je ne suis pas vraiment sûr. En te disciplinant et suivant un programme précis, tu apprendras tout cela bien plus vite. Et c'est un peu comme l'inverse du dicton. Tu ne vois pas la forêt à cause des arbres.
Beaucoup de gens ne voient pas les arbres à cause de la forêt. Oui, exactement. Et ça a aussi été mon cas dans mes études naturalistes. Elles étaient si courantes que je pensais ne pas devoir les apprendre, mais je l'ai fait et c'était gratifiant. Alors, quel est l'attrait? Parce que si quelqu'un commence à s'intéresser aux champignons, il a peut-être entendu parler de leurs propriétés médicinales. Ou alors, c'est presque comme, je ne trouve pas le bon terme, mais une famille d'organismes totalement nouvelle pour eux. Parce que j'ai entendu parler des plantes, des animaux, des insectes, tout ça. Mais là, c'est vraiment une partie distincte de toute la biologie à comprendre. Quel est l'intérêt d'apprendre à connaître les arbres? Ils ne vont pas les manger. Ils ne vont sûrement pas faire de menuiserie non plus. Eh bien, manger, c'est tout à fait possible parce que beaucoup d'aliments viennent en fait des arbres, et beaucoup d'aliments sauvages proviennent aussi des arbres. Donc ça, c'est déjà un intérêt. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond que ça, et ce n'est d'ailleurs pas pour cette raison que j'ai créé le cours. Ce n'était pas forcément destiné aux cueilleurs spécifiquement, mais l'identification des arbres concerne les paysages arborés. Je parle précisément des zones où poussent les arbres. C'est la compétence naturaliste fondamentale qui soutient toutes les autres compétences. Si tu veux être un meilleur observateur d'oiseaux, si tu veux être un meilleur cueilleur de champignons, si tu veux être un meilleur cueilleur de plantes, si tu veux mieux repérer les reptiles, pour devenir un propriétaire terrien plus averti ou un meilleur chasseur, apprends à connaître tes arbres. J'ai trouvé cette phrase, mais elle nécessite beaucoup d'explications, donc je ne la sors pas à la légère car beaucoup pourraient lui reprocher des défauts. Si tu veux apprendre les champignons, fais-le. Si tu veux apprendre à connaître les oiseaux, apprends à connaître les oiseaux. Si tu veux apprendre à connaître les reptiles, apprends à connaître les reptiles. Pour tout apprendre, étudie les arbres, parce que les arbres soutiennent tout cela. J'ai commencé par apprendre les champignons, donc je l'ai fait un peu à l'envers. Mais quand on apprend les champignons, on se rend compte qu'on devient bien meilleur pour cueillir, chercher et identifier les champignons quand on apprend à connaître les arbres, parce qu'ils forment des associations intimes. C'est un peu comme ça que je me suis intéressé aux arbres, mais j'ai réalisé que si j'avais fait l'inverse, si j'avais d'abord appris à connaître les arbres, je serais devenu un bien meilleur chasseur de champignons. Et ta connaissance globale de la nature s'améliore avec l'identification des arbres. Selon mon expérience, c'est encore plus vrai qu'en apprenant d'autres choses. Plantes comestibles, champignons et oiseaux uniquement. Ce sont les arbres. Descendons d'un cran pour les nuls comme moi. Peux-tu nous donner un exemple concret? Donc tu parles de ces associations intimes entre un champignon spécifique et un arbre spécifique. Ça t'aide à trouver le reptile que tu cherches peut-être, à trouver l'oiseau que tu cherches peut-être. Peux-tu nous donner un exemple concret? Donc, quand je vois ça, voici la hiérarchie des indices, ou plutôt des probabilités, des choses qu'on a des chances de trouver à proximité. Donc en ce moment, le champignon numéro 1 auquel tout le monde pense dans l'est de l'Amérique du Nord, c'est la morille. As-tu entendu parler de la morille? Oui, j'en ai entendu parler. Tu les as toutes goûtées? Oui, je les ai goûtées. Tu as déjà cherché des morilles? Non, je n'en ai jamais cherché. Tu aimes les morilles? Oui, j'aime ça. Tu aimes leur goût? Oui, c'est un champignon très savoureux. Ce champignon est assez difficile à trouver. La saison est très courte. Ici, en Pennsylvanie occidentale, je dirais de la fin mars jusqu'au début mai, et après c'est fini. On peut en trouver dans les épiceries, mais séché, ça coûte probablement quelques centaines de dollars la livre. Waouh, c'est très difficile à cultiver. Aujourd'hui, certaines personnes essaient de cultiver ces champignons, mais de manière générale, si vous trouvez des champignons chers dans une épicerie, c'est probablement parce qu'ils ont été cueillis dans la nature et qu'ils sont très difficiles à cultiver. Et l'une des raisons, c'est qu'ils forment des associations uniques avec les arbres. Et si vous n'avez pas ces associations, il est très difficile de les cultiver et de les propager. L'un des meilleurs conseils pour trouver ce champignon, que même les personnes qui ne s'intéressent pas vraiment aux arbres vous donneront, c'est d'apprendre à reconnaître les arbres. Il n'y a qu'une poignée d'arbres ici dans l'ouest de la Pennsylvanie où les morilles ont tendance à pousser dans de nombreux cas. Ce sont les ormes, les frênes, les tulipiers de Virginie, les pommiers, ai-je mentionné les pommiers, et il y en a quelques autres. Au lieu de se balader au hasard dans les bois ou un parc en espérant trouver des morilles, cela arrive souvent à certains. Mais si tu veux vraiment trouver le coin idéal pour les morilles, va dans une de ces zones où poussent ces arbres, et tu augmentes considérablement tes chances de trouver ces champignons. Quand tu prends du recul, tu te dis « attends une minute ». Donc si les morilles poussent en association avec ces arbres, eh bien pourquoi poussent-elles en association avec ces arbres en particulier ?
Elles poussent généralement avec d'autres arbres, comme les peupliers, mais il y en a beaucoup plus. Um, Les érables Negundo peut-être, et quelques autres arbres qui poussent généralement dans des zones fertiles avec des sols à pH plus élevés. Donc même si vous ne savez pas cela à propos des arbres, si vous faites l'association que ces champignons poussent dans des sols fertiles et à pH élevé, vous pouvez simplement aller dans ces zones spécifiques. Mais vous ne le sauriez pas vraiment simplement en apprenant à connaître les champignons. Les champignons ne vous en disent pas tant que ça sur ces conditions de sol et la fertilité. C'est l'association avec ces arbres qui révèle ces indices écologiques. En prenant davantage de recul, pas seulement avec des émissions comme celle-ci, mais aussi avec des personnes très actives en ligne axées business, il y a ce concept, créer une formation en ligne, la créer une fois et la vendre indéfiniment. Nous avons reçu Eric Jorgensen, qui a créé une formation, travaillé dur pour écrire l'almanach de Naval et concevoir un cours sur la façon de créer plus d'effets de levier dans sa vie. Dans votre cas, sachant tout d'abord à quel point vous êtes bon devant la caméra, vous avez eu un succès incroyable sur YouTube et connaissant votre rythme de travail, et votre volonté de passer un nombre d'heures délirant à produire du contenu, ainsi que le fait que vous connaissez la nature mieux que quiconque que je connaisse. Vous auriez pu très rapidement, si vous l'aviez voulu, optimiser pour la monétisation et revendre aussitôt. Non seulement le cours intermédiaire sur les champignons, mais aussi, vous savez, un cours sur les arbres pas complètement aboutis, disons de niveau C plus ou B moins. Et étant donné la qualité de ce cours précédent et la taille de votre audience, vous auriez pu avoir beaucoup de succès. Vous n'avez pas choisi de faire cela. Vous avez pris la voie la plus longue pour créer ce cours. Nous ne savons pas encore quel succès il va avoir, l'enregistrement ayant lieu avant le lancement. Je vais risquer de dire qu'il va très bien marcher. Parle-moi du processus de production réel pour une seule vidéo du cours et ensuite, évidemment, du nombre total de vidéos qu'il y a. Je ne me rendais pas compte de l'ampleur qu'allait prendre ce projet. J'emploie le mot mastodonte car c'est tout ce qui me vient à l'esprit pour ce projet. Je travaille là-dessus depuis 2 ans et demi. Et ça m'a tout pris. Tout. Les 2 dernières années et demie de ma vie. J'ai refusé tellement de choses pour que ce cours fonctionne. Je veux que ce soit vraiment clair parce que t'es dedans, donc tu baignes tellement dedans que tu manques un peu de recul. Quand tu dis que tu travailles dessus depuis 2 ans et demi, tu ne veux pas dire seulement les week-ends ou une soirée par semaine. C'est tous les jours, non. C'est tous les jours. Je veux dire, je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de jours où j'ai pris congé. D'accord, je veux juste m'assurer. Que c'est bien sur une main en 2 ans et demi. Je voulais m'assurer que tout soit clair pour les gens qui nous écoutent. Je ne dis pas ça pour m'en vanter parce que, je veux dire, j'aime ce travail, vraiment. Je n'en parle pas publiquement. Sur ma chaîne, on ne sait pas le travail que je fournis pour ce cours. Beaucoup ne voient que le résultat final, ce qui me paraît normal. Mais je suis content de pouvoir te donner l'occasion d'expliquer ce qui se passe. C'est une leçon importante quand même. Certaines personnes seront cyniques et m'entendront poser ce qui semble être une question orientée, et elles penseront que j'aide Adam à présenter son cours pour que les gens l'achètent. Ce n'est pas du tout ce que j'essaie de faire ici. Ce que j'essaie de dire, c'est que beaucoup de gens veulent des résultats exceptionnels. Et pour le dernier cours, encore une fois, tu ne vas pas t'en vanter. Il a très bien marché parce que tu as un public très fidèle, un public très large qui a payé pour le cours, et c'était un bon résultat commercial pour toi selon la plupart des définitions classiques. Et l'opportunité de proposer à nouveau quelque chose comme ça et d'obtenir ce genre de résultat, surtout dans un domaine comme, tu sais, être un naturaliste ou quelqu'un qui se concentre sur la nature, ce n'est pas un domaine connu pour ça, ce n'est pas Wall Street, ce n'est pas comme s'il y avait plein de gens qui roulent dans Bugatti, n'est-ce pas? Donc, la possibilité d'avoir ce genre d'opportunité n'est que le résultat d'une quantité disproportionnée de travail acharné. Et donc, pour moi, c'est ça que je veux vraiment que les gens comprennent, parce que je ne sais pas si j'aurais toujours entendu ça quand d'autres racontaient une histoire similaire. C'est vraiment ce que j'espérais que les gens retiennent, mais poursuis avec ce qui entre dans la production de l'une de ces vidéos. Le cours se concentre sur l'identification des arbres. Des vidéos couvrent l'écologie, la physiologie, la taxonomie, l'anatomie et d'autres fonctions et caractéristiques des arbres, mais l'essentiel concerne leur identification. Pour réaliser une vidéo d'identification des arbres, car ce sont les vidéos les plus conséquentes du cours,
Je veux dire 50 à 100 heures par vidéo peut-être. Certaines bien plus, d'autres moins. Mais c'est beaucoup de recherche en amont. C'est beaucoup de développement de mes idées et d'apprentissage de nombreuses choses que je ne connaissais pas sur ces arbres. Identifier un arbre est une chose, mais enseigner les parties importantes, les caractéristiques clés et les différences entre espèces proches en est une autre. Certaines choses n'ont vraiment pas besoin d'être abordées. Je devais donc faire attention à ce que j'incluais pour éviter que chaque vidéo ne devienne une leçon de 4 heures sur un seul arbre, puisqu'il y a plus de 100 arbres dans ce cours. Donc beaucoup de recherches, beaucoup de... Pas vraiment de script au sens d'écrire mot à mot exactement ce que je vais dire devant la caméra, mais certaines de ces idées, je vais effectivement les mettre sur papier. Quand je montre des plans de coupe, je peux revenir sur certaines caractéristiques que je dois m'assurer de montrer dans la vidéo. Mais le repérage était une partie très importante. Je dois non seulement savoir où poussent certains de ces arbres, mais aussi m'assurer qu'ils ne sont pas juste au bord d'une route très fréquentée. Ce serait trop facile d'essayer de filmer quelque chose là-bas, mais la qualité serait absolument horrible. Même dans un grand parc, comme si j'allais à par exemple North Park ou Shenley Park qu'on connaît bien, il y a plein de superbes arbres dans ces endroits-là. Mais je ne me sens pas à l'aise d'installer ma caméra sur un sentier principal et de filmer. Il me faudrait peut-être 2 ou 3 heures juste pour filmer un arbre en particulier, avec beaucoup de gens qui passent, des bruits de voitures, des sirènes et toutes sortes de choses comme ça. Donc trouver l'arbre parfait devant lequel filmer. Certains de ces arbres m'ont demandé des semaines, rien que pour les trouver à l'état sauvage. Et donc je ne compte même pas ça dans les 50 à 100 heures de travail, mais après avoir filmé la vidéo, il faut ensuite sauvegarder encore et encore, puis mettre les sauvegardes dans ces boîtes ignifugées et s'assurer qu'il ne leur arrivera rien. Mais ensuite, il y a le processus de montage. Je travaille encore sur le montage, mais après avoir filmé toutes les vidéos, je me suis dit, d'accord, en janvier 2022, je vais commencer le montage. Je vais faire un arbre par jour. Et j'ai probablement travaillé 10 à 12 heures par jour pendant 2 mois et demi d'affilée, sans prendre un seul jour de repos. Et je me suis juste assuré que j'allais le faire. Tu sais, je me suis assuré de bien manger. Je me suis assuré d'avoir assez de sommeil. J'ai dit non à presque tout le reste qui n'était pas important dans la vie. Et je m'y suis mis à fond. À la mi-mars, j'ai enfin pu souffler un peu et rattraper ce que je devais filmer. Ensuite, faire les exports prend encore quelques heures. Beaucoup de travail est nécessaire pour chaque vidéo, mais quand on regarde une vidéo de 30 minutes, on n'a pas l'impression que cela a demandé autant de travail. C'est justement le but. Je ne veux pas que les gens sachent tout ça car je ne veux pas qu'on pense que je fais tant d'efforts pour que cela arrive. C'est tout le travail acharné pour que ça ait l'air facile. Ouais. Je veux juste m'assurer que les gens remarquent un autre détail. Aucun de ces plans de coupe ne provient d'une banque d'images. Rien de tout cela n'est emprunté à des séquences d'autres personnes. Chaque arbre que tu as trouvé, tu l'as identifié, ce qui, espérons-le, est évident si tu enseignes un cours comme celui-ci et tu as filmé les images toi-même. À chaque saison. Ce n'était pas comme si j'avais trouvé le mélèze laricin, un arbre rare en Pennsylvanie. Il se trouve dans le centre de la Pennsylvanie et dans des tourbières isolées. 3 heures et demie de route pour le trouver. Très bien. Visitez-le chaque saison et filmez-en chaque caractéristique. La difficulté est que certaines caractéristiques ne sont visibles que pendant 2 ou 3 semaines. Si vous ne le faites pas au bon moment, vous ratez. C'est pourquoi je me suis accordé 2 ans, pas un. Au début, je prévoyais 1 an pour ce cours, le réaliser puis le sortir l'année suivante, comme pour le cours sur les champignons. C'est devenu trop difficile car je ratais des choses en essayant de capturer une centaine d'arbres sur 4 saisons. En 1 an, vous raterez forcément des choses. En 2 ans, j'ai manqué des choses et j'essaie encore de tout rattraper avant de sortir le cours dans 2 semaines environ. Combien de vidéos et d'arbres y a-t-il dans le cours? Il y a environ 108 ou 9 arbres. Et comment vous organisez tout ça? Parce que moi, encore une fois, je ne connais rien de tout ça aussi bien que vous, mais je réfléchis juste en termes de permutation. Je vais simplement dire 108 arbres, 4 saisons, de multiples permutations des éléments qui doivent être capturés pour pouvoir être identifiés. Donc, il faut être maniaque rien que pour organiser tout ça afin de pouvoir retrouver la partie dont on a besoin quand on est réellement en post-production. Comment ça fonctionne? Beaucoup de choses sont juste dans ma tête. Je me souviens où j'ai vu les choses. Je me souviens quand j'ai vu les choses.
Je ne connais peut-être pas les dates exactes, mais je connais peut-être la semaine exacte. Ainsi, en consultant les dossiers par date, je sais où trouver ce que je cherche. Évidemment, j'ai des dossiers étiquetés pour chaque arbre et je mets toutes les vidéos dedans. Mais quand je fais le montage de la vidéo finale et que je dois assembler des heures et des heures de séquences en une vidéo de 30 minutes, je dois être très sélectif et je dois être rapide pour extraire tout ça. Mais beaucoup de choses reposent tout simplement sur la mémoire. Par exemple, quand je vais dans ces endroits, comme je n'utilise pas de GPS, comme je n'utilise pas beaucoup de technologie là-bas, je me fie juste à mon instinct et à mes observations. J'en parle souvent dans le cours. C'est essentiel pour apprendre les arbres ou toute autre chose, ce sont tes observations en temps réel. Ce n'est pas grâce à la technologie, même si je filme, et je comprends ça. Quand je filme, j'observe aussi autour de moi de mes propres yeux. Une grande partie de l'organisation consiste à utiliser ma mémoire pour savoir où sont les choses sur mon ordinateur. Quelle est la meilleure façon d'utiliser un cours comme celui-ci? Alors, tu sais, à l'époque de l'analogique, tu avais un guide, comme un livre guide, et tu te promenais dans les bois avec ce livre, l'ouvrant au fur et à mesure. Et tu cherchais l'image qui s'y trouvait probablement, accompagnée du texte décrivant ce que l'on pourrait voir. Tu vends un cours, tu te balades avec un téléphone à clapper. Les gens n'apportent sûrement pas d'ordinateur, peut-être un smartphone. Tu penses qu'on regarde ça la veille avant de sortir. Tu l'as avec toi pendant que tu te balades pour identifier les arbres. Par exemple, si tu te mets à la place de l'élève qui essaye de devenir meilleur pour identifier les arbres, comment tu imagines que ça se passe, cette progression? Donc il y a pas mal de vidéos dans le cours qui t'apprennent à reconnaître les arbres. Le processus, c'est que quand tu trouves un arbre, qu'est-ce que tu fais? Par où est-ce que tu commences? Il n'y a donc pas de devoir noté ni de vérification de ton travail. Je n'ai jamais aimé cela à l'école et je doute de l'efficacité de cette méthode. Je n'ai donc pas inclus cela dans le cours. C'est à l'élève de choisir comment profiter au mieux de ce type de cours. Mais d'abord, il est absolument essentiel qu'un élève apprenne à identifier un arbre. Et donc j'ai quelques vidéos à ce sujet pour la saison estivale, quand les choses sont vraiment actives, qu'elles poussent, qu'elles sont belles et vertes, et qu'il y a des fruits et des fleurs, ce qui est beaucoup plus facile. La période difficile, c'est l'hiver. Si tu maîtrises cela, tu pourras identifier pratiquement n'importe quel arbre que tu croises. Ce cours n'est pas censé être un support unique que tu absorbes et puis tu peux l'utiliser et c'est tout. Je conseille aussi de l'utiliser avec un guide. Je recommande aussi de l'utiliser en complément d'une personne en chair et en os, d'un expert local, d'un club nature. Je recommande aussi de participer à des événements locaux et d'y assister, que ce soit par le biais d'un centre environnemental ou d'un parc d'État. Les arboretums organisent ce genre d'événements. C'est comme ça qu'on apprend vraiment à connaître les arbres. Dans ce cours, après avoir regardé une vidéo, disons celle sur les chênes, voici ce que je recommande à tout le monde. Avant même de suivre ce cours, il est important que chacun comprenne quels arbres poussent dans son état. Donc, la première chose que je demande aux gens de faire, c'est de trouver une liste des arbres qui poussent dans leur état. Peu importe où vous vivez, ces listes sont très faciles à obtenir. Cherchez en ligne, consultez un livre ou appelez un centre nature pour savoir quels arbres poussent dans votre état. Chaque fois que vous regardez une vidéo sur les chênes, les érables ou les frênes, identifiez lesquels de ces arbres poussent dans votre état, puis allez les trouver. Ensuite, vous les identifierez vous-même grâce aux informations fournies dans ce cours. Tous les arbres évoqués ici ne pousseront pas là où vivent les gens, mais la plupart oui, car je m'adresse surtout à un groupe de personnes de l'Est de l'Amérique du Nord. Donc je n'imagine pas que des personnes d'Italie, d'Europe ou d'Afrique achètent ce cours et en tirent beaucoup de bénéfices. Mais dans quelle mesure est-ce applicable partout? Par exemple, pour la zone où on voit ces arbres par rapport à celle où ils sont absents, est-ce que c'est vraiment limité à une zone précise? Les grandes plaines marquent-elles la limite ou faut-il voir cela autrement? Donc de façon générale, ce serait l'Est de l'Amérique du Nord. Si vous êtes dans l'Ouest de l'Amérique du Nord, il est probable que vous ne tirerez pas beaucoup de bénéfices de ce cours. Vos chances de vraiment tirer le plus de bénéfices sont grandement augmentées une fois que vous passez à l'Est des montagnes rocheuses. Plus précisément, il s'agit des régions des Grands Lacs, du Moyen Atlantique, du Nord-Est, ainsi que des régions nord et centrales des Appalaches. Les personnes qui vivent dans ces régions sauront si cela correspond à leurs critères.
Avec le cours sur les champignons, vous savez, beaucoup de gens l'ont acheté alors qu'ils ne vivent même pas près de l'Est de l'Amérique du Nord, et ils en tirent des bénéfices parce que beaucoup de ces arbres, du moins leur genre, comme celui des chênes ou des érables, ne poussent pas seulement ici, ils poussent partout. Et si vous apprenez les caractéristiques du genre des arbres, ce que je couvre avec chaque groupe d'arbres, vous pouvez apprendre à reconnaître ces arbres beaucoup plus rapidement. Donc au lieu de simplement vous montrer quelles sont les différentes espèces de chênes, avant même d'aborder ce point, nous discutons de ce qui fait qu'un chêne est un chêne. Pourquoi un chêne est-il différent d'un érable? Pourquoi est-il différent d'un frêne? Et pourquoi tout cela est-il important pour commencer? Cela vous donne vraiment les connaissances nécessaires pour apprendre ces choses, plutôt que de simplement vous donner la réponse. Ce n'est pas juste, voici tout ce dont vous avez besoin. Avec les guides de terrain et surtout les applications, il suffit aujourd'hui de prendre une photo pour savoir ce que c'est. Cela aide mais évite des étapes essentielles de l'apprentissage. Et cela ne vous apprend pas à identifier un arbre. Ce cours vous apprend à reconnaître un arbre. Après avoir évoqué un arbre, à vous de sortir et de repérer ceux de ce groupe près de chez vous. Donc, l'une des choses, et j'essaie de faire un peu de rapprochement ici, alors tu peux rejeter ça si tu penses que c'est n'importe quoi. Mais l'un de mes projets en 2020, quand tout était fermé, c'était de me lancer le défi d'apprendre tous les pays du globe. Et la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que j'entendais différentes bribes d'histoire. Et peut-être, vous savez, quelque chose comme la guerre du Péloponnèse, alors qu'il n'existe littéralement pas de Péloponnésie de nos jours. Et je n'arrivais pas à l'ancrer dans mon esprit pour le retenir parce que je n'avais pas de repères géographiques concrets. Mais une fois que vous commencez à comprendre que la Turquie, l'Empire ottoman et toutes ces autres choses sont en gros le même endroit, vous savez exactement où cela se situe sur la carte, ainsi que sa position par rapport à la mer Noire, la Méditerranée, la Grèce et d'autres lieux. Vous pouvez commencer à vraiment l'imaginer et à le mémoriser, du moins pour moi personnellement, dans ma tête, en ce qui concerne la compréhension de l'endroit où ces différents événements peuvent se dérouler les uns par rapport aux autres. Et ce que ça semble vraiment être, c'est qu'en complément de ces autres ressources dont vous avez parlé, trouver des mentors locaux, des clubs nature, des guides de terrain, un cours spécifique sur les arbres va être ce type de solution pour quelqu'un qui essaie réellement de communier avec la nature, pas simplement de marcher dans les rues de la ville. Et n'est-ce pas agréable qu'ils aient planté cet arbre, entouré de trottoirs, entouré de maisons, entouré de routes, et en fait sortir dans la nature, là où la nature est beaucoup moins encombrée, et essayer de comprendre ce qu'ils voient et ce qui les entoure. Oui, je veux dire, c'est le début de la création de liens intimes avec des organismes non humains. Et les arbres sont un excellent point de départ si les gens n'ont pas encore commencé. Je veux dire, il y a d'autres façons de le faire aussi, mais cela revient à ce que nous avons dit il y a quelques minutes. En connaissant les arbres, tout s'articule naturellement et l'apprentissage devient plus simple. J'ai longtemps étudié la musique et joué plusieurs instruments, en commençant par le piano. Je ne savais pas que jouer du piano ressemblait à l'identification des arbres. Apprendre le piano facilite grandement l'apprentissage d'autres instruments, contrairement à commencer par la flûte, la clarinette ou la guitare. Je ne sais pas exactement pourquoi, peut-être à cause de l'utilisation des deux mains au piano. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose de particulier avec le piano. C'est un instrument très difficile à maîtriser. Si tu commences par ça, c'est comme si les autres choses devenaient plus faciles. Je ne dis pas que tu vas facilement maîtriser tous les autres instruments, mais ta capacité à apprendre quelque chose de nouveau et à le comprendre beaucoup plus rapidement est simplement améliorée. Je viens juste de faire le lien avec les arbres. Apprendre à connaître les arbres, c'est comme apprendre le piano. Ainsi, s'intéresser aux oiseaux, champignons ou plantes comestibles rend tout bien plus simple. Je souhaite partager des ressources en ligne pour que les gens en apprennent plus. Nous approfondirons la trajectoire d'Adam Harrington dans cette seconde partie. Mais pour ceux qui veulent en savoir plus sur le cours, voir tout ce que tu fais en général, vers quelles coordonnées numériques pouvons-nous orienter les gens? LearnYourLand.com. J'ai une chaîne YouTube, c'est Learn Your Land. Le cours s'appelle Trees in All Seasons. Donc les gens peuvent aller sur treesinallseason.com. LearnYourLand.com vous mènera partout. Nous allons mettre ce lien dans les notes de l'émission pour cet épisode. Et comme je l'ai dit, on va passer rapidement à une deuxième partie ici avec Adam. Mais avant de passer à la deuxième partie, pouvons-nous te donner la parole pour lancer un défi personnel concret à notre audience? Oui, bien sûr, ça va concerner les arbres.
au lieu de rester vague comme apprenez les arbres ou apprenez 5 arbres. Repérez l'arbre le plus proche de chez vous. Si vous ne pouvez pas l'identifier, apprenez à l'identifier. Faites tout pour reconnaître l'arbre qui pousse près de chez vous. Maintenant, vous vivez peut-être en plein centre-ville où il n'y a pas d'arbre juste devant chez vous, mais je suis sûr que cela ne vous prendra pas trop de temps. Si vous vivez dans l'est de l'Amérique du Nord, trouvez l'arbre le plus proche de chez vous. Et il y a de fortes chances que cet arbre soit en fait probablement le plus facile à apprendre s'il pousse le plus près de chez vous, parce que l'environnement y est aménagé et urbanisé. Ce sera un arbre assez commun. Ce ne sera probablement pas ce mélèze laricin qui se trouve quelque part dans la tourbière, à moins que vous ne viviez au milieu d'une tourbière. Là, c'est une autre histoire. D'accord, Adam va nous raconter l'histoire de sa sortie dans la tourbière dans la deuxième partie. Regardez ça, abonnez-vous et restez avec nous ici. Adam, merci d'avoir été là pour la première partie. Oui, merci de m'avoir invité. Merci d'avoir suivi la première partie de mon entretien avec Adam. Pour la deuxième partie, le lien est ici. Nous discutons de la philosophie d'Adam sur son travail. Nous racontons une histoire où il a failli se perdre juste pour obtenir quelques images pour le cours, ainsi que d'autres anecdotes intéressantes. Allez voir ça.